J'ai toujours été fascinée par la place qu'ont détenue les veillées de contes dans les pratiques culturelles québécoises. Plus jeune, j'accompagnais qui le voulait bien dans des festivals de contes et légendes pour m'imprégner des univers folkloriques recréés pour l'occasion. J'aimais regarder ces drôles de personnages costumés me raconter dans leur langage étrange des histoires que je ne comprenais pas toujours tant elles étaient saugrenues. La danse fatale de Rose la tulipe avec le diable, le loup-garou qui n'avait pas fait ses Pâques, les canaux volants, les arbres qui saignent, les rochers qui pleurent. Des contes plus grands que nature qui marquent l'imaginaire à grands coups de symbolique rudine. C'est donc sans surprise que mon projet de maîtrise allait se teinter, des années plus tard, de mon intérêt pour le conte de veillée. Dans mes recherches effrénées pour trouver l'œuvre qui allait faire l'objet de mon étude, 2 ouvrages ont retenu mon attention. L'ogre de Grand Remous de Robert Lalonde et La petite fille qui aimait trop les allumettes de Gaétan Soucy. Il me semblait que ces 2 romans exploitaient à la perfection l'imaginaire fantasmagorique du conte. J'ai donc vaguement débuté mon analyse de ces 2 romans en me servant notamment d'ouvrages qui traitent du conte de veillée. Je me suis toutefois rapidement butée à l'incompréhension du professeur à qui j'ai tenté d'expliquer ma démarche. Ce qui, pour moi, avait relevé de la plus simple évidence, à savoir que le conte, même dans sa forme la plus détournée, est avant tout l'héritier d'une tradition orale, avait généré chez ce professeur plusieurs réserves sans doute légitimes. On ne peut décemment pas, me disait-on, chercher à comprendre une œuvre littéraire à partir d'analyses qui traitent de pratiques orales, les 2 formes apparaissant comme opposées. Néanmoins, il me semblait que plusieurs des idées centrales abordées dans ces ouvrages, pensons au petit manifeste à l'usage du conteur contemporain de Jean-Marc Massy, trouvaient une certaine résonance dans les textes de mon corpus. Après tout, l'enjeu de la transmission d'une mémoire ne reste-t-il pas une thématique propre au conte, qu'il soit oral ou textuel? Dans son manifeste, Massy évoque par exemple que la société actuelle laisse peu de place à la formation de lieux communautaires qui permettent qu'advienne une expérience collective du temps, alors que le rôle du conteur consiste à entraîner ses spectateurs dans des zones intimes de partage qui leur permettent d'échapper à un temps quotidien. Or, en utilisant des procédés d'affabulation dans le but de réactualiser une tradition, celle du conte, Lalonde et Soucy explore cette tension. Plus précisément, ces 2 contes romanesques exposent le procédé de mise en abîme qui reproduit l'acte de raconter et questionne par le fait même la fonction du narrateur-conteur, dont la voix, chargée d'effets d'oralité, apparaît singulièrement familière avec les lecteurs. L'histoire imaginée par Soucy, sur laquelle, par souci de concision, je me concentrerai aujourd'hui, met en scène une jeune fille, Alice Soisson, qui s'écarte du personnage désincarné et stéréotypé du conte de fées. Donc, pour résumer brièvement l'histoire, dans un domaine isolé derrière une pinède, à l'écart de toute civilisation, Alice rédige dans son grimoire les événements qui l'ont conduite à quitter sa demeure pour la toute première fois et à se confronter aux gens du village. La jeune fille et son frère, nouvellement orphelins depuis que leur père, seule figure d'autorité de la maison, s'est pendu dans sa chambre, se trouvent complètement démunis et cherchent à se procurer un cercueil afin de pouvoir mettre leur unique parent en terre. Aussi, Alice, qui se croit la plus intelligente des 2 enfants, se résout-elle à affronter pour la toute première fois le monde extérieur. Les enfants n'ont toutefois pas reçu une éducation conventionnelle et la jeune fille peine à se faire comprendre des villageois lorsqu'elle tente d'accomplir sa mission. Celle-ci se solde donc par un échec, l'héroïne n'étant parvenue qu'à semer le chaos parmi les habitants du village qui, plutôt que de lui venir en aide, ont décidé d'envahir le manoir de M. Soisson, piller les trésors qu'il comporte et se saisir des orphelins. Donc, la protagoniste se présente ici comme la narratrice du récit qui prend en charge une histoire pour la délivrer à la manière du conte de veillée. Et cette narration prend forme dans un contexte d'énonciation pour le moins particulier. En effet, l'urgence avec laquelle Alice, dissimulée dans la salle de bal, écrit les événements qui se sont produits durant la journée, affecte la temporalité du récit, créant l'impression d'une parole vive retranscrite à mesure. Car alors qu'au tout début du récit, les péripéties sont consignées avec une certaine distance temporelle, qui s'illustre notamment par l'utilisation récurrente du passé simple et de l'imparfait, un rapprochement s'effectue par la suite lorsque la narration se détache progressivement d'un temps diégétique pour correspondre davantage à celui de l'action humaine. Ainsi, à la toute fin du récit, l'héroïne semble-t-elle décrire les événements au moment même où ils se produisent, soit au présent de l'action. Donc, une citation un petit peu pour montrer ça, qui, dans le fond, c'est quand Alice s'est cachée justement dans la salle de bal, puis a terminé de raconter son histoire, si on veut. Environ un demi-tour d'horloge maintenant que j'écris debout, penché sur le manteau du chameau à queue. Les derniers rayons de l'après-midi se déversent sur les dalles par flaques tièdes sous mes pieds, et je me sens comme dans un ruisseau, avec du soleil jusqu'aux genoux. À force de dire que j'approche du terme, je finirai bien par le finir, ce testament satané. Donc, en résulte une impression d'immédiateté qui contribue au phénomène de vocalité du conte.
Mais malgré ces procédés qui permettent d'inscrire des effets de parole in vivo à même le texte et qui viennent en quelque sorte oraliser le discours de la narratrice, peut-on pour autant parler d'une littérature orale ici? Plusieurs théoriciens semblent farouchement opposer à un tel concept. C'est notamment le cas de Walter G. Hung, qui, dans son ouvrage Oralité et écriture, la technologie de la parole, affirme que la notion de littérature orale relève de la plus totale contradiction. De nombreuses thèses, sociocritiques, anthropologiques, ethnocritiques et etc., qui portent sur les dichotomies littératie, oralité ou culture orale, culture écrite, ont d'ailleurs été produites dans les dernières années. Il semble toutefois plus difficile d'en trouver qui concernent la manière dont certaines œuvres littéraires sont explicitement entraînées dans un processus d'oralisation. Et cette certaine binarité avec laquelle les théoriciens comme Hung conçoivent les systèmes oral et scriptural ne permet pas, en mon sens, de rendre compte des textes qui parviennent à restituer la présence d'une voix narrative. Car ne pourrait-on pas postuler que le conte écrit, qui découle de la tradition orale et qui dispose d'une forte communicabilité, parvient à représenter, voire à fixer à même le texte, des effets de vocalité qui évoquent la performance orale du conteur? Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il est question d'oralité, il paraît plus malaisé d'établir un lien avec la textualité qui apparaît comme son contraire. On parlera plus volontiers d'effet d'oralité, d'inscription de la voix narrative ou encore de la vocalité d'un texte pour comprendre en quoi un roman ou le sujet d'énonciation qu'il met en scène peut faire entendre une voix ou du moins en donner l'illusion. Et il va sans dire que le roman de Soucy regorge de procédés de rapprochement de la voix narrative. Ces mêmes théoriciens qui s'opposent à la notion de littérature orale noteront par ailleurs que l'oralité s'oppose à la textualité en ce qu'elle laisse transparaître certaines irrégularités qui disparaissent généralement avec le travail d'édition ou de correction que suppose l'écriture. Mais il se trouve justement que les écrits d'Alice sont empreints de néologismes, d'archaïsmes et de fautes syntaxiques que la narratrice relève à mesure. Comme en témoigne le passage suivant. Une dizaine de pièces identiques d'un métal terne roulèrent de ci, de là. J'en aplatissai une avec ma paume. Roulère n'est pas accordé convenablement, si ça se trouve. C'est la dizaine qui roula comme un seul homme. Mais tant pis, j'ai fait ma syntaxe sur le duc de Saint-Simon, sans compter mon père. Il m'en est resté quelque chose qui cloche. Je mêle aussi tous les temps de verbe, un vrai macaroni, un chat n'y retrouverait pas sa queue. Le texte laisse donc des marques des nombreux correctifs apportés par Alice, qui fait souvent mention de son usage fautif de la langue. La narratrice sort ainsi du cadre du récit pour souligner le phénomène de l'écriture, se rapprochant des lecteurs qui constatent en même temps qu'elle les erreurs grammaticales et syntaxiques. Il me semble enfin qu'à défaut de classer le roman de Soucy du côté de littérature orale, nous pourrions au minimum parler d'une oralisation du discours d'Alice, voire du texte dans son ensemble. Il s'avère en outre qu'au sein même de l'univers d'Alice, chacun des dispositifs qui sont issus de la littératie, à savoir les mécanismes symboliques, matériels et institutionnels qui sous-tendent l'écriture, sont carencés ou corrompus. Les nombreux livres de la bibliothèque sont rongés par la pourriture et les mots qui sont appelés des poupées de cendre ne disposent pas en ce sens de la pérennité que leur assure l'écriture. Les livres sont désignés comme des dictionnaires et s'appréhendent soit comme des objets qui possèdent une valeur encyclopédique, soit comme le simple réceptacle d'unités sémantiques qui ne forment pas un tout signifiant. De plus, les enfants n'ont reçu aucune scolarisation qui soit encadrée par l'institution, qui constitue les fondements de la culture écrite, ce qui explique leur mauvaise utilisation de la langue. C'est donc dans un monde qui semble de prime abord fortement oralisé qu'Alice retranscrit ses péripéties. Puisque la famille Soissons n'adopte pas les habitus et les pratiques sociales et culturelles propres à la littératie. La jeune fille est effectivement élevée dans un monde où le système qui domine est vraisemblablement celui d'une oralité secondaire, c'est-à-dire que la famille côtoie l'écriture mais fonctionne principalement à partir d'un système oral. Le fait qu'aucun membre de la famille ne sache ni lire ni écrire est d'ailleurs suggéré à quelques reprises dans le roman. Les écrits sont qualifiés de gribouillis par Alice, particulièrement ceux de son frère qui, selon elle, ne sont qu'une succession de formes incohérentes. Pourtant, le père était capable de distinguer l'écriture de ses deux enfants, ce qui laisse entendre deux possibilités. Le père ne sait pas lire ou Alice ne sait pas écrire. L'héroïne peut toutefois citer l'éthique de Spinoza, bien qu'elle certifie ne rien comprendre, et préfère ses livres à images qu'elle se contente de fixer en imaginant elle-même l'histoire. Par ailleurs, les opérations cognitives effectuées par Alice dans le roman relèvent définitivement de la culture écrite. Elle lit, elle récite, elle transcrit, elle documente. Le grimoire constitue en effet une façon d'archiver une mémoire collective et familiale qui n'est rendue possible que par le recours à un support matériel issu de la culture écrite. Quant au père, il aurait lui-même rédigé le récit familial avant de léguer cette tâche aux enfants.
Bref, les indices qui laissent entendre l'illettrisme des personnages se multiplient dans le roman, mais pour se trouver aussitôt déjoués par une autre proposition. Et si ce questionnement ne trouve jamais véritablement de résolution, il trace tout de même en filigrane l'idée d'une oralité ou d'une présence de la voix qui s'inscrit à même les écrits d'Alice. Mais revenons-en à cette contradiction qui préoccupait tant mon professeur. Comment penser l'alliance au sein d'une même œuvre de la parole collective du conte et de l'intériorité romanesque qui me paraissait agir en complémentarité dans l'ouvrage de Soucy? C'est que cette intimité narrative qui est le propre du roman en est une qui exploite davantage l'acte d'écriture que les sensations physiques ou la conscience psychologique du personnage principal de la petite fille qui aimait trop les allumettes. En effet, en dépit de la pourriture qui prolifère dans le domaine Soissons, Alice ne fait nullement mention de la puanteur des cadavres en décomposition qui peuplent la cour et le manoir, ou du dégoût qu'elle en éprouve. Par ailleurs, la jeune fille qui se nourrit très peu et dort à peine ne se plaint ni de la faim ni de la fatigue. Et bien qu'elle soit constamment victime des violences paternelles et des viols de son frère, celle-ci ne mentionne qu'en de très rares occasions les douleurs physiques qu'elle endure. Le lecteur n'a par conséquent accès ni aux émotions ni aux sensations éprouvées par la jeune fille. Le roman de Soucy se présente surtout comme une mise en scène de sa propre écriture, et la narration vient questionner la transmission qui est en train même de se faire. Mais qui dit transmission dit aussi récepteur. Nous ne pouvons effectivement négliger le contexte spatio-temporel dans lequel prend forme la transmission orale inhérente au conte, de même que la nécessité d'une proximité physique entre un conteur et ses spectateurs. En théorie, une telle prise de contact ne peut s'établir par le biais du roman, dans la mesure où se creuse entre l'écrivain et ses lecteurs une distance spatiale et temporelle. Car si la présence du corps est essentielle en contexte d'oralité, la présence du livre vient quant à elle créer un écart entre l'émetteur et le récepteur d'un texte. Voyons donc comment cette problématique se manifeste dans le roman à l'étude et comment elle est rapidement déjouée par l'auteur. Dans La petite fille qui aimait trop les allumettes, le lecteur se voit constamment interpellé par Alice. Le grimoire de la jeune fille est ainsi présenté comme un ouvrage de témoignage. Mais en témoignant de son histoire, l'héroïne assure la diffusion d'une mémoire auprès d'une instance extradiégétique qui est somme toute très large et indéfinie. Si la jeune fille suggère à quelques reprises que son prince, donc un homme dont elle est tombée amoureuse, puis elle en parle un peu pendant l'histoire, pourrait être le destinataire de ses écrits, cette hypothèse se trouve vite déjouée à l'annonce de la mort de ce dernier, survenue avant même qu'elle ne consigne son histoire. Aussi, le lecteur n'a d'autre choix que de s'identifier à cet auditoire fictif que la narratrice interpelle régulièrement. De nombreux énoncés fatiques mettent d'ailleurs en lumière la nature interactive du discours d'Alice, qui est constamment ponctué de « pensez-vous »,« voyez-vous »,« si vous voulez m'en croire »,« je vais vous dire »,« je vous assure », etc. Dans un article intitulé « Oralité », le médiéviste Paul Zumthor, qui se spécialise dans la poésie orale, parle d'un langage qui est inhérent à sa fonction d'extériorisation. Le théoricien souligne, et je cite, que chargé de connotations, c'est à ce titre surtout qu'il est social. Lié à tous les jeux que permet le langage, il tente à renforcer à sa racine même, qui est de nature linguistique, le lien collectif. Sa force persuasive provient moins de l'argumentation que du témoignage. Alice, en témoignant, entre en relation avec une communauté qui, n'étant convoquée que par l'entremise du texte, demeure toutefois fictive. Mais le caractère communautaire de ce récit transmis comme à une autre histoire participe finalement à l'effet de proximité de la voix narrative. L'impression de vocalité qui en découle résulte également de ce qui apparaît presque comme la transcription verbatim d'une parole oralisée. De par ses écrits, Alice parvient à se constituer comme une présence qui, à la façon du conteur de veillée, fonde un espace de partage collectif au sein duquel elle peut transmettre son savoir et son expérience. Il m'a finalement semblé que le choix de Gaétan Soucy d'exploiter le conte en tant que genre intercalaire du roman n'était pas d'ordre strictement esthétique. En tout état de cause, il a pour effet de problématiser plusieurs enjeux liés à la transmission et soulevés par des théoriciens qui s'intéressent déjà aux relations unissant l'oralité et la textualité. Et bien que l'intrigue s'attarde à la destinée individuelle de l'héroïne, demeurant à ce titre résolument romanesque, la narratrice y endosse le rôle de passeur de mémoire qui est quant à lui caractéristique du conte. Ce procédé permet l'inscription au sein de l'œuvre d'une oralité figurée qui fait en quelque sorte résonner le texte, lui conférant un phénomène qui semble purement acoustique. Et malgré l'urgence d'écrire son récit, de nommer les choses, la jeune fille n'a pas reçu une éducation conventionnelle et peine à rendre par l'écriture les réalités auxquelles elle est confrontée. Elle formule donc sa pensée en recourant à des images souvent laborieuses,
à défaut d'utiliser les mots qui s'y rapportent et les rend tels quels par l'écrit. Aussi, la narration regorge-t-elle de symboles et de jeux de langage qui font subir des modulations à l'histoire, la chargeant d'un sens constamment renouvelé et invite le lecteur à se prêter au jeu de l'interprétation. C'est donc dans le langage figuratif et décalé du conteur de veillée qu'Alice retransmet son récit, créant l'effet d'une présence gestuelle et d'une proximité de la voix. L'analyse du récit m'a donc paru à propos, dans la perspective qui nous intéresse, en vue de déterminer de quelle façon le contexte de transmission particulier qui sous-tend la forme du conte peut participer de l'inscription d'une voie narrative qui concourt à l'enchevêtrement des modes écrits et oraux. Et en définitive, cette idée s'allie à ma volonté d'explorer la figure du conteur de veillée, qui se manifeste ici sous la forme du narrateur-locuteur ou encore narrateur-conteur au sein du conte romanesque.